Vous allez assister à la cérémonie organisée à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Cette cérémonie est placée sous la présidence de M. Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, et de M. Pascal Delaporte, maire du village de la Haye. Elle est organisée avec le concours du souvenir napoléonien et en présence de M. Jean-Marc Roger, son délégué régional. Cette cérémonie fait suite à celle organisée ce matin à Cherbourg, où les cendres de Napoléon ont été acheminées à bord de la Belle Poule, avant d'être transportées à l'endroit même où ils le trouvent. La mémoire de Napoléon Bonaparte sera également honorée à Courbevoie, port d'arrivée du bateau La Dauphine. Le président de la République, Emmanuel Macron, préside en ce moment même la cérémonie de commémoration organisée au Saint-Valéry. Il y a 100 ans, le 5 mai 1921, le préfet Charles Lallemand, préfet de la Seine-Inférieure, a présidé en ces lieux la commémoration du centenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Il y a 200 ans, le 5 mai 1821, ce dernier rendait son dernier souffle. La présente cérémonie comportera deux évocations. L'une décrivant les derniers moments de l'empereur, le 5 mai 1821, l'autre portant sur le retour des cendres de Napoléon Ier en France en décembre 1840. La première évocation sera lue par M. Dominique Lepasteur, membre du souvenir napoléonien. La seconde par M. Jérôme Chaïd, historien, adjoint au maire du Val de la Haye, chargé du patrimoine et de l'environnement. Puis, la marche funèbre pour les funérailles de l'empereur, composée à l'occasion du retour des cendres par Adolphe Adam, sera jouée. Ensuite, les personnalités déposeront une gerbe au pied de la colonne commémorant le transfert des cendres de l'empereur à Val de la Haye le 9 décembre 1840. Enfin, sera observé un moment de recueillement et la Marseillaise sera jouée. La cérémonie s'achèvera par un salut des délégués au porte-drapeau et au piquet d'honneur sur l'aire de la marche consulaire à Marengo. À l'issue de la cérémonie, la lecture des panneaux de l'exposition dédiée au retour des cendres de Napoléon Bonaparte et à l'édification de la colonne sera proposée à l'assistance. Merci de votre présence à cette cérémonie. À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, lecture de la première évocation par M. Dominique Lepasteur, membre du souvenir napoléonien. Défait au Mont-Saint-Jean le 18 juin 1815, l'empereur abdique une seconde fois. Il espère pouvoir rejoindre alors les États-Unis, conformément à ce que Fouché lui avait fait croire. Mais Napoléon découvre, en arrivant à Rochefort, le 3 juillet 1815, qu'il est tombé dans un piège. L'empereur tente de demander l'asile en Angleterre, mais le Congrès de Vienne l'a placé hors la loi, et les Anglais refusent de l'accueillir sur leur sol. Après un mois d'attente, l'empereur est donc déporté à Sainte-Hélène, îlot britannique à 2000 km des côtes même de Vienne, en août 1815, il débarque en octobre. Tout au long de son séjour, Hudson Lowe multiplie les vexations. À son débarquement, un amiral britannique tend à Napoléon une invitation adressée au général Bonaparte. Ce à quoi Napoléon réplique: il faut renvoyer cela au général Bonaparte. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était à la bataille des Pyramides ou à celle du Mont Tabor. Le premier échange annonce 6 années de surveillance et d'humiliation. Malgré les circonstances exécrables de sa détention, Napoléon sait préserver des apparences et parvient à rester crédible dans son rôle de souverain, en imposant à son entourage et aux Anglais la survivance de son personnage. Il dit à Sainte-Hélène:
entouré d'une petite cour qui, à l'échelle réduite, respecte les rites des préséances dans les hommages, et en cela, Napoléon arrive encore à vaincre le sort. Il aurait pu paraître ridicule, mais plus fort que la réalité, qui n'est ni enviable, ni glorieuse. Contrairement à son premier exil sur l'île d'Elbe, toute évasion semble impossible de Sainte-Hélène, depuis ce rocher perdu au milieu de l'Atlantique. L'empereur n'a donc comme seule perspective que de forger son immortalité. Il est en quête d'une fin. Si la sortie de scène est ratée, toute la pièce le sera. Il dicte donc ses mémoires aux fidèles qui l'ont suivi, et notamment au comte de Lascaz, qui publiera peu après sa mort le mémorial de Sainte-Hélène afin de consacrer sa légende. Après avoir incarné Jules César et Alexandre le Grand, l'empereur cherche désormais une analogie risquée avec le Christ dans sa passion. Il met en scène son martyre et préfère désormais la couronne d'épines à celle de laurier. Pendant ces presque 6 années, l'empereur vit sur son îlot avec ses quelques fidèles, transformés en évangélistes, une existence érémitique, le plus souvent cloîtrée dans sa demeure de Longwood House, au confort spartiate et sous surveillance anglaise permanente. Son courrier est censuré, ses rares visiteurs contrôlés. Napoléon passe le plus clair de son temps à la lecture et à la dictée de ses mémoires. Son état de santé se dégrade progressivement, bien que les médecins anglais n'y voient à l'origine qu'une maladie diplomatique. À compter du 17 mars 1821, l'empereur est alité, très affaibli. Il ne s'alimente qu'avec difficulté. Au mois de mai, il est dans un quasi-coma et ne parle plus. Le comte de Lascaz nous raconte les derniers instants de l'empereur le 5 mai 1821 à 17h49. Tiraillements spasmodiques, arqués de l'épigastre et de l'estomac, profond soupir, cris lamentables, mouvements convulsifs, qui se terminent par un bruyant et sinistre sanglot. Les paupières restent fixes, les yeux se meuvent, se renversent sous les paupières supérieures, le pouls tombe, se ranime, il est 6h11, moins 11 minutes, pardon. Napoléon touche à sa fin, ses lèvres se couvrent d'une légère écume, il n'est plus. Conformément à son testament, le corps de l'empereur est autopsié par son médecin personnel, François de Montmarchi, assisté de 7 médecins anglais. Napoléon souhaitait ainsi que les causes de sa mort soient connues, de sorte que ces éléments puissent servir dans le cas où son fils souffre d'une maladie semblable. Le père de l'empereur, Charles Bonaparte, était en effet mort d'un cancer de l'estomac et Napoléon craignait de subir le même sort. Le bilan de l'autopsie confirme en effet qu'un ulcère d'un estomac probablement très général est à l'origine de sa fin. Sa légende veut que cette douleur chronique à l'estomac explique peut-être sa célèbre posture, main droite sur le ventre. Si la dépouille n'est pas embaumée, faute des essences essentielles à l'opération sur l'île de Sainte-Hélène, le cœur et l'estomac de l'empereur sont conservés dans des vases d'argent. Le corps de Napoléon est ensuite exposé dans sa chambre à coucher, transformée en chambre ardente, dans laquelle se presse la population de Sainte-Hélène. L'empereur y est présenté couvert du manteau bleu qu'il portait à la bataille de Marengo, une épée à sa gauche et un crucifix sur sa poitrine. Lors de la mise en pierre, le corps est placé dans une caisse de fer blanc, le picorne de Napoléon ne pouvant, faute de place, être placé sur sa tête et posé à ses pieds. La caisse est alors scellée puis glissée dans une autre en acajou, elle-même introduite dans une troisième en plomb qui fut disposée alors dans une quatrième en acajou. Le 9 mai 1821, le cercueil est enterré dans une vallée de Sainte-Hélène. La cérémonie
réunit l'ensemble des autorités religieuses, civiles et militaires britanniques, ainsi que la cour de Napoléon et la population de l'île. La vallée du Géranium où est placée la sépulture devient instantanément un nouveau lieu de pèlerinage qui est pris d'assaut par les habitants, chacun souhaitant obtenir un morceau des saules qui ombrageront la tombe de l'empereur. Les Anglais s'opposent à la moindre inscription sur la tombe, qui reste donc vierge. Le souvenir de l'empereur ennemi doit en effet pour eux à jamais disparaître. Cet enterrement à Sainte-Hélène est l'ultime humiliation infligée par les Anglais à l'empereur Napoléon. Ceux-ci refusent en effet le rapatriement en France de la dépouille de notre empereur. Pourtant, dans un codicille de son testament, Napoléon avait précisé « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Les Anglais rejettent ce souhait. Le cadavre restera sur l'île de Sainte-Hélène, et ce, en dépit du respect qu'on doit aux volontés des morts, comme le rappelle très justement Lascaze, qui précise « Le droit s'évanouit devant la force, on ne put que recourir aux ressources des faibles, c'est-à-dire protester et obéir. Vive l'empereur !» Lecture de la seconde évocation par M. Jérôme Chaïb, historien, adjoint au maire de Val-de-la-Haye, chargé du patrimoine et de l'environnement. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple que j'ai tant aimé. Ainsi s'exprimait Napoléon Ier dans son testament du 16 avril 1821. Après sa disparition, Louis XVIII et Charles X restèrent sourds aux demandes de rapatriement de sa dépouille mortelle. Après les Trois Glorieuses, le roi Louis-Philippe s'y refusa également. En 1840, Adolphe Thiers, son président du Conseil, lui suggéra, pour restaurer sa popularité auprès des Français, de ramener le corps de l'empereur pour lui faire des funérailles dignes de son rang. Du fait du réchauffement des relations diplomatiques avec les Anglais, le roi se rallia à cette idée et chargea son fils, le prince de Joinville, d'organiser l'expédition vers Sainte-Hélène. La frégate La Belle Poule, escortée de la corvette La Favorite, appareillèrent du port de Toulon le 7 juillet pour arriver à l'île Sainte-Hélène le 8 octobre. Une délégation se rendit dans la vallée du Géranium, au centre de l'île, pour exhumer le corps de l'empereur. À leur grande stupéfaction, lorsque fut ouvert le dernier sarcophage, ils trouvèrent un corps quasiment intact, comme à l'heure de son inhumation 19 ans plus tôt. La dépouille mortelle fut alors déposée dans un cercueil d'acajou, qui fut hissé à bord de la Belle Poule et placé dans une chapelle ardente aménagée dans l'entrepont. L'expédition reprit la mer le 16 octobre pour arriver à Cherbourg le 30 novembre. Dans l'impossibilité d'être prévenus à l'avance, les autorités furent prises de court, notamment pour organiser les cérémonies prévues dans la capitale. Le principe avait été pris de faire emprunter au convoi funèbre les voies maritimes et fluviales, sans accostage, pour éviter des troubles dus au retour de celui qui faisait encore vibrer le cœur de nombreux Français. La Belle Poule était dans l'impossibilité de remonter la Seine, qui, à cette époque, n'avait pas encore été approfondie. Un premier transbordement du cercueil se fit sur le petit paquebot La Normandie, reliant à vapeur ou à voile Rouen et les ports du littoral normand. Celui-ci appareilla du port de Cherbourg le 8 décembre, et le 9 au matin, le navire s'engageait dans l'estuaire sous les acclamations de la population, massée au niveau de la pointe du Hoc. La Normandie, ne pouvant pas passer sous les ponts à partir de Rouen à cause de ses mâts, un second transbordement avait dû être envisagé. Dans les échanges entre le baron Dupont-Delporte, préfet de Sénafayeur, et le ministère de l'Intérieur, transparaît la crainte d'émeutes populaires à Rouen. Ceci conduisit dans l'urgence à choisir le Val-de-la-Haye, village de marins réputé pour sa sérénité, pour ce nouveau transbordement. À Paris avait été construit un bateau catafalque à la dimension de l'hommage devant être rendu à Napoléon Ier.
Celui-ci devait être remorqué pour venir recueillir le cercueil de l'empereur. À cause des glaces dérivantes et du vent, il fut vite réputé inapte à la navigation et resta au port de Paris. C'est alors que furent réquisitionnés des bateaux omnibus, Dorade, Étoile, ainsi que le fameux Zampa, qui reliait quotidiennement Rouen et Paris pour aller à la rencontre de la Normandie. La flottille arriva à Rouen le 8 décembre pour gagner Val-de-la-Haye dans la matinée du 9 et se placer à la pointe sud de son île. Vers 15 heures, un coup de canon tiré depuis la bouille annonça l'approche de la Normandie. Une fois arrivée, celle-ci stoppa au milieu de l'eau face au bateau omnibus. Le prince de Joinville débarqua à la rencontre des autorités et les invita à venir bénir le cercueil de l'empereur. Il jugea préférable de choisir la Dorade numéro 3 pour transporter le cercueil de l'empereur plutôt que le Zampa, initialement retenu et décoré à la hâte avec des oripeaux de mauvais goût. Il ordonna que la coque fût repeinte en noir au cours de la nuit et que l'avant du pont fût dégagé pour que le cercueil, recouvert de son poil violet, soit bien visible. Il faisait nuit et le thermomètre affichait moins 10 degrés. Le transbordement dura plusieurs heures à la lueur des flambeaux, sous la surveillance des peloteaux dans la garde nationale venue de communes proches de Rouen. Le lendemain, l'escadre reprit sa route vers 9h30, après que les équipages de la Belle Poule et de la Favorite se fussent répartis sur les différentes embarcations. Les autorités rouennaises avaient réussi à obtenir le principe d'une escale en pleine eau, d'une petite demi-heure entre le pont suspendu et le pont de Pierre, afin de célébrer le retour des cendres. Pendant 5 jours et 5 nuits, plusieurs centaines d'ouvriers avaient décoré le pont fil de fer par un froid glacial. Ce fut l'unique fois où son tablier central se leva pour laisser passer des bateaux. Anciens soldats de l'Empire, enfants des écoles, familles venues de loin, s'étaient massés par centaines de milliers sur les deux rives. Le passage du convoi funèbre se fit dans un profond recueillement et engendra une émotion sans équivalent dans l'histoire de la vieille cité. Ce 10 décembre, le convoi fluvial repartit vers 11h vers la capitale pour accoster à Courbevoie le 14 décembre, et tout le long de la Seine s'exprima la ferveur populaire de millions de Français. Le 15 décembre, un immense char, tiré par 16 chevaux blancs, emmena le cercueil de Napoléon Ier vers sa dernière demeure, dans l'hôtel des Invalides, au milieu d'une foule immense. Revenons au Val-de-la-Haye pour dire un mot de la colonne autour de laquelle nous sommes assemblés. Dès le 10 décembre, le maire, M. Lefebvre-Flacardou, réunissait un conseil municipal et, réalisant l'importance de l'événement que tous venaient de vivre, proposa d'édifier un monument commémoratif. Malgré le soutien du préfet, la donation du terrain par Mme Fizeau de la Martelle, sa réalisation rencontra bien des obstacles. Une des deux souscriptions avait là la main gorée d'anciens proches de l'empereur, car ce sont surtout des dons populaires qui permirent de constituer un capital bien modeste, dont les intérêts cumulés sur plusieurs années permirent de faire face aux dépenses envisagées. Le 15 août 1844 était posée la première pierre, en fait le socle dans lequel fut placée une boîte avec une mèche des cheveux de l'empereur, un morceau de son cercueil, un fragment de la pierre de son tombeau Sainte-Hélène et un rameau du saule qui l'abritait. Il fallut encore attendre le 15 août 1846 pour son inauguration avec la pose d'un aigle aux ailes repliées en signe de deuil. Non pas en bronze comme on le croit souvent, mais en modeste fonte de fer. Le retour des cendres coûta plus d'1 million de francs or, la colonne seulement 7 000 francs. Elle devint un lieu de pèlerinage régulier et un de vos prédécesseurs, monsieur le préfet, fit déjà l'honneur à notre commune de célébrer ici le centenaire de la mort de l'empereur le 5 mai 1921. Avec cette colonne, notre petite commune est entrée dans la grande histoire. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, il s'agit du seul monument existant entre l'île Sainte-Hélène et le dôme des Invalides, rappelant cet événement national grandiose dont nous nous efforcerons de continuer à faire vivre la mémoire.
Hauts de Gerbes, de M. Bertrand Bélanger, président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
M. David Lamiré, vice-président, représentant M. Nicolas Maillé-Rossignol, président de la métropole Rouen-Normandie. Président de la section de la Seine-Maritime de la Société des membres de la Légion d'honneur. De M. Jean-Marc Auger, délégué régional du souvenir napoléonien. Les autorités sont invitées à saluer de la tête le piquet d'honneur et les porte-drapeaux au son de la marche consulaire à Marengo.